Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette 4e FAQ sur la chaîne Geek Historique. Oui, j'ai bien dit 4e FAQ parce que vous pouvez pas forcément les voir sur la chaîne, mais il y en a 4 autres qui ont été faites. La première c'était quand j'avais mes 100 premiers abonnés, donc ça date, hein, voilà, c'est Omar, ça date hein, carrément. La deuxième c'était vers mes 200, 300, je sais plus à peu près. Et la dernière, la troisième du coup, la dernière en date, c'était pour mes 500 abonnés à peu près. Ouais, 500, 600. Donc entre-temps, mon nombre d'abonnés a octuplé, voilà, je sais plus si on dit octuplé, de toute façon, moi si j'ai fait des études d'histoire, c'est pas pour faire des maths, voilà. Donc le nombre a quand même pas mal augmenté, le public a aussi pas mal changé, vous êtes 10 fois plus nombreux, voilà. Je suis passé de faire 100-200 vues et une dizaine de commentaires par vidéo, voire moins, à plus de 4000, 3000 et 5000 vues pour environ 100-200 commentaires. Voilà, donc ça a pas mal changé, hein, ça a pas mal bouleversé des choses. J'ai obtenu la monétisation, j'ai obtenu une petite reconnaissance quand même, ce que je voulais depuis très longtemps. Et tout ça, bah, c'est grâce à l'iceberg d'Adolf Hitler. Ma vie a pas mal changé, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion jamais que vous puissiez me poser des questions. Alors j'avais le choix d'attendre d'avoir les 10 000 abonnés, mais au final, je me suis dit, non, on peut la faire maintenant, et puis de toute façon, pour le mois d'août aussi, j'aurais besoin d'un petit peu de pépette. Donc faire cette FAQ, ça me permet de me rentabiliser, voilà, c'est très bien. Non mais quitte à être honnête, autant l'être à 100%, voilà. Maintenant que vous avez posé vos questions, je peux faire un petit constat qui est rigolo, c'est que la plupart des questions, ce sont des questions qui sont en lien avec l'histoire, et pas vraiment vers moi. Pas vraiment de questions si personnelles que ça, il y en a quelques-unes, hein, vous verrez, mais il y en a pas beaucoup, et ça me rassure un peu. C'est-à-dire que je me rappelle de ce que dit Antoine Daniel, ce que disait Antoine Daniel dans une de ses vidéos, je crois que c'était 20 conseils pour être youtubeur, pour se lancer sur YouTube, et l'un des conseils c'était qu'il faut faire attention au fait que tu deviennes un personnage public, voilà. Que du coup tu as une image et que tout le monde te voit, entre guillemets. Et quand ils vont voir ta personne, ils vont voir ensuite tes vidéos, ils vont faire « Ah ouais, putain, c'est toi ça ?» Ok, mais tu dis quand même beaucoup de conneries sur Twitter. Voilà, donc je dois faire un petit peu attention à ça, faut que je jongle un petit peu, voilà, entre tous ces trucs, et c'est pas quelque chose avec lequel je suis toujours très à l'aise. Même à l'époque où j'avais mes 200-300 abonnés, même mes 100 abonnés, c'était déjà très compliqué de gérer ça, mais avec le temps je m'améliore, et puis quand quelqu'un dit nique ta mère sur YouTube, maintenant je suis habitué, hein, voilà, à un moment faut s'endurcir un petit peu. Voilà, je sais pas si on voit mes pantoufles juste à côté, mais c'est des pantoufles Mbappé, voilà, bon on les voit pas, c'est pas grave. Bon, et ben je vous propose de commencer ma petite FAQ, voilà, il n'y avait pas vraiment d'actualité sur la chaîne à ce moment, je suis en train de préparer plein de vidéos différentes, et je vais pas trop spoiler, voilà, elles vont sortir dans les semaines qui viennent, voilà, et d'ici 1 à 2 semaines, normalement, il y aura la partie, le documentaire complet sur la Pologne, qui sortira, avec un petit bonus en plus, je spoile pas, ça sortira. Donc je disais, la première question de cette foire aux questions, c'est une question de Frenchman199 qui me demande « T'es noir ?» Oui, pour être exact, je suis métisse d'origine martiniquaise, il me fait peur ce con, je te jure. Attends, on va essayer de mettre ça. Je vais le tenir comme ça sera plus simple. Oui, je suis d'origine martiniquaise par ma mère et espagnole par mon père. Voilà, donc ça fait un sacré mélange, et effectivement, en été, je bronze. Voilà, je me suis pris d'ailleurs une super remarque un jour, je vais raconter cette anecdote, quitte à être dans les infos personnelles. Une super anecdote que j'ai eue un jour, c'est quand j'étais en Corse, je crois, oui c'est ça, c'était en Corse, dans un bar, j'ai oublié le nom. C'était pour la Coupe du Monde en 2010, donc à cette époque-là, moi je me baladais en Corse. C'est une île qui est toute petite, hein, la Corse, voilà. Et c'était mon père qui m'invitait. Et on devait regarder le match, je crois que c'était Portugal-Espagne. Donc moi j'étais super content, voilà, et il y avait le match et tout. Moi j'ai toujours été fan de foot, hein, donc voilà. On commence à regarder le match, et en fait le barman me regarde et me dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» J'étais en mode je sais pas, où est le problème. Et je lui réponds genre « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et en fait il me regarde et il me dit « C'est interdit aux nègres. » Voilà. Ce genre de petite réflexion que je me prenais quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment très très bronzé. Enfin, quand j'étais minot, j'étais vraiment très 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 bronzé. Pour vous dire, mon frère qui est plutôt blanc, enfin mes deux frères, vous les avez vus dans mes vidéos, ils sont plutôt blancs. Mon premier frère, on l'appelait Vanille, et moi on m'appelait Chocolat. C'est pour vous dire à quel point j'étais bronzé par rapport à une certaine époque. Voilà, mais pour répondre à la question, du coup, oui, je suis métisse, voilà. Ce qui ne se voit pas forcément en vidéo, c'est pour ça que ça me fait rire quand je reçois des messages du style « Ouais, t'es blanc, toi t'es qu'un connard de blanc », chaque fois je suis en mode
On m'a jamais considéré comme blanc dans ma vie, sauf sur internet. Voilà, bah après j'ai cherché un petit peu avec le fait de mettre le noir et blanc, mais à la base le noir et blanc c'était un côté esthétique. C'était vraiment parce que je voulais me différencier aussi des autres sur YouTube. Et ça a plutôt bien marché, puisque à chaque fois je recevais des messages du style « Pourquoi la vidéo est en noir et blanc ?» Et j'ai arrêté parce que je trouve qu'il faut changer un petit peu, voilà. Mais je dis pas que je pourrais remettre du noir et blanc dans mes autres vidéos. Voilà, question suivante, parce que celle-là était quand même assez conne. Tu m'excuseras. Je dis qu'aucune question n'est bête, hein, mais parfois si, quand même, un peu. Enfin, il y a des gens bêtes qui posent des questions, c'est différent. Deuxième question, de Crayon Cool. Salut, comment se passent tes études? Des projets de master? Eh ben ça y est, la fameuse question auquel il fallait que je réponde, hein, par rapport à mes études, mon master, tout ça. Eh ben, je vais vous l'annoncer maintenant, j'ai arrêté mes études. Mes études en histoire. À la base, j'avais prévu de vous faire une vidéo pour vous en parler, vous expliquer pourquoi j'avais arrêté mes études. Comme j'avais fait ma vidéo, mon problème avec l'enseignement de l'histoire, un vlog, hein, grosso modo. Mais au final, j'ai décidé de pas le faire et de faire finalement cette FAQ, ce sera plus simple. Enfin, de le dire en FAQ. Tout simplement parce que j'ai jamais été à l'aise avec le système scolaire. Je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos, notamment ma vidéo sur mon problème avec l'enseignement de l'histoire, c'est que j'aime pas du tout le système de notation, je trouve que ça met pas en valeur en fait ce que tu as appris en cours. J'ai toujours eu beaucoup de mal aussi avec le commentaire de documents et plus la dissertation, parce que la dissertation, moi j'en avais pas fait avant d'arriver dans ce milieu-là. Je crois qu'il y aura une question après sur quels sont ton parcours universitaire. Ça n'a rien à voir, voilà, avec l'histoire, enfin universitaire, mon parcours scolaire. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et du coup, je me rendais compte en fait que plus les années passaient, plus c'est un truc qui est super intéressant, l'histoire. Même l'enseignement qu'on a est vraiment super. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette épée de Damoclès qui te dit faut que tu ramènes des bonnes notes pour ensuite poursuivre. Et je sais pas, je trouvais que c'était assez... ça me dégoûtait plus qu'autre chose en fait. Et puis l'autre problème, c'est que moi j'ai une photo. Il y avait qui écrit photo, c'est pour ça. Moi j'ai une chaîne YouTube dédiée à l'histoire. J'ai fait des études d'histoire. Ma compagne me parle d'histoire quand on rentre à la maison. Du coup, je bouffe histoire matin, midi et soir. J'avais pas vraiment de moment de repos pour ça. Et pour vous dire, mes cours préférés, et là où j'ai toujours eu mes meilleures notes quand j'étais à la fac, c'était dans mes cours de langue. Parce qu'on parlait d'autre chose que d'histoire. Et ça me faisait du bien. Ça me permettait de respirer un petit peu. Je faisais un petit peu une overdose d'histoire, clairement, et ça finissait par me déranger, beaucoup. Je me souviens, justement, la première année où vraiment j'étais à fond, c'est quand j'ai redoublé, en 2021, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 2021. Et du coup, je m'étais lancé fond à fond sur la chaîne, sur mes études d'histoire, et je travaillais plus de vidéos, hein, j'étais vraiment à fond dedans, je révisais au maximum, je recopiais tous les cours, voilà. C'est comme ça que j'ai acquis beaucoup de culture générale, que maintenant vous voyez dans ma chaîne YouTube, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Le problème, c'est qu'après, encore une fois, t'as l'épée de Damoclès qui te dit les notes, et moi, ça me frustrait énormément, et ça me donnait pas envie de poursuivre. Voilà, parce que je me disais, c'est bien ce que j'apprends, mais au final, je peux pas prendre du plaisir sur ce que j'apprends, parce qu'on me demandera de retenir ça. Et moi, j'ai envie de tout retenir, enfin de retenir une grande majorité de trucs qui m'intéressent. Je sais pas, moi par exemple sur les Grecs, moi ce que j'aimais le plus chez les Grecs, c'était leur civilisation, comment ils s'organisaient dans leur société, qui était numéro 1, qui était numéro 2, voilà, ce genre de truc, la démocratie athénienne, voilà, ou les Spartiates, tout ça. Mais quand t'arrivais face au contrôle, on te disait, explique-nous la diaspora par exemple, ou alors explique-nous comment la civilisation s'est éteinte, raconte-nous la guerre du Péloponnèse. Alors c'est super intéressant, mais c'est pas ce que j'avais retenu. Voilà. D'ailleurs, j'ai été très content parce que quand j'ai passé mon premier partiel, on m'avait dit justement, raconter la civilisation grecque, comment elle s'organisait à Athènes. Et j'étais en mode, j'ai tout retenu en cours, j'ai tout noté, donc j'étais super content. Mais non, j'aime pas ça. En fait, c'est un petit peu comme si sur YouTube, tu me demandais ce que j'aime pas. Je te dirais, c'est la course au like. J'aime pas ça. Pourtant, c'est ce qui permet de faire monter ta chaîne, c'est ce qui permet de gagner de l'argent. Dans les études, moi, j'aime pas le fait d'avoir toujours des bonnes notes, d'avoir des moyens. Et alors, avant qu'on me demande, t'es pas obligé d'avoir des bonnes notes pour t'en sortir. Fous-toi de ma gueule, espèce d'arracheur de dents, fous-toi de ma gueule. Ah non, mais ça, c'est la phrase qu'on me disait tout le temps quand j'avais des notes de merde. C'était, mais tu sais, t'es pas obligé d'avoir des bonnes notes, tu peux avoir la moyenne. Et quand j'avais la moyenne, on me disait, oh, tu sais, la moyenne c'est bien, mais tu pourras avoir de meilleures notes. Yeah. Heureusement que Dieu est là, parce que sinon je vous insulterais, hein, mais...
Non, non, mais je détestais ça. Vraiment, alors, c'est surtout mes parents qui faisaient ça, comme dirait madame en fond derrière. Oui, parce que madame s'est installée. Et non, 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 moi, oh, ça m'énerve cette phrase. Je déteste ça. Vraiment, ne me sortez pas cette phrase. En fait, de votre point de vue, ça m'encourage à faire mieux. Mais selon moi, ça donne qu'une envie, c'est vous ramener un zéro. Voilà, donc, et un zéro pointé. Voilà, donc je mets que des fautes d'orthographe dans mon truc. Bref, pourquoi j'ai quitté mes études? Tout simplement parce que j'aime pas ce système qui fait que tu dois toujours monter avec des notes, que tu as toujours énormément de pression sur ce que tu apprends alors que tu pourrais juste te poser et étudier. Et en fait, je vous annonce carrément un truc, c'est que ça m'empêche pas de retourner par exemple en cours des CM, des cours magistraux, si vous savez pas ce que c'est, pour suivre des cours. Ça m'empêche pas du tout de le faire. La différence avec avant, c'est que j'y vais pas en me disant « Oh putain, faut que je retienne ci, faut que je note absolument tout ce que dit le prof, sinon j'aurai pas mon truc. » Non, moi j'y vais, je me pose, j'écoute ce que dit le professeur, je pose des questions, je lève la main et je suis tranquille. Voilà, tout simplement. Et après, une autre raison un petit peu plus personnelle, c'est parce que j'ai déménagé. Voilà, et c'était plus simple en fait d'abandonner, enfin de lâcher mes études, pour être exact, pour laisser tomber. Peut-être qu'un jour, avec un peu plus de maturité, je les reprendrai, je sais pas. Mais pour le moment, je préfère me consacrer à fond sur YouTube, pour vraiment m'en sortir et faire ce que je veux, ce que je souhaite. Voilà. Et du coup, pas de projet de master. Ah oui, alors parce que ça... Alors, ton bac? Ouais, il faut absolument que tu l'aies, ton bac, sinon tu pourras pas t'en sortir. Une fois que tu l'as, ouais, mais le bac, c'est juste une porte qui t'ouvre sur quelque chose. Il faut ta licence. Une fois que t'as ta licence, ouais, mais la licence, ça sert à rien, il faut que t'aies le master. Une fois que t'as le master, ouais, mais le master, tu peux faire un truc, mais il faut vraiment aller dans le doctorat si tu veux. Ferme-la. Voilà, merci. Heureusement qu'il y a Dieu, sinon je vous insulterai, hein, mais... Bref, donc voilà, pour répondre à la question, non, vraiment, j'ai laissé tomber. Et si vous êtes si vous êtes en études d'histoire et que vous regardez ma chaîne, bon courage, vraiment. Alors, JM Prod VF 3YH, on va rester sur JM, parce que c'est JMP. JMP, c'est bien, ça fait Jean-Marie Le... Bref, donc je disais JMP, alors on me demande un cosplay en tenue de l'armée de ton choix pour ta prochaine vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pour éviter ça. Non, je rigole. Pourquoi pas? J'ai quelques costumes chez moi, j'ai un costume de parachute... Enfin, un costume. J'ai des uniformes de parachutistes allemands Fallschirmjäger, comme ça qu'on dit, je crois. Et j'avais mon ancien costume de SS qui est Made in China. Pourquoi pas, je pourrais le ressortir. Le problème, c'est que j'ai pris un petit peu de bedaine, donc on verra s'il pourra rentrer. Pourquoi pas, hein, mais je ne garantis rien, voilà. Par contre, oui, ça m'intéresse de ouf de faire des cosplays, de porter des trucs en vidéo, j'adore ça, voilà. Le cosplay, je sais pas faire, hein, je sais rien faire de mes doigts à appeler, pourquoi pas, oui, mais quand j'aurai du temps, et sûrement quand j'aurai un peu plus d'argent, voilà. Une question de Marangao Nodera 917, on va rester sur Marega. J'ai une petite question. Comment t'es-tu retrouvé à être passionné d'histoire? Est-ce que tu es passionné depuis tout petit, ou est-ce que c'est arrivé après? Alors, j'ai répondu à cette question dans la première FAQ, donc je vais vous y répondre. Ma passion pour l'histoire, elle vient de deux choses. Mon père qui me racontait toujours des petites histoires avant de m'endormir, et il me disait « Je vais te raconter le 6 juin 44 ». Je ne lui en tiens absolument pas rigueur, au contraire, j'adorais ça. Et le fait que je me suis vraiment intéressé à l'histoire, que j'ai lu mes premiers bouquins d'histoire, c'est une anecdote assez ridicule que je vais vous raconter. Donc c'était au CP, donc l'année dernière, à la base on devait avoir une sortie scolaire dans une bibliothèque, je crois. Et le truc c'est que je suis arrivé trop tard en fait à l'école pour assister à cette sortie scolaire. Donc on m'a dit tu seras pas puni mais tu seras mis dans la bibliothèque de l'école. Et à ce moment-là, je suis tombé sur... Du coup, je suis allé dans la bibliothèque de l'école et je suis tombé sur un bouquin sur la Saint-Barthélemy. Vous savez, le massacre des protestants par les catholiques. Et j'ai trouvé ça super fascinant. Vraiment, j'étais à fond dedans, j'étais en mode « Ouah, c'est trop bien !» J'avais la peinture, vous savez, de Catherine de Médicis qui essaie de comprendre ce qui se passe dans tout le château. Enfin, pas dans le château, mais juste à côté de l'église, là, Notre-Dame de Paris. C'est pas une église, mais vous avez compris. Donc, je regardais un petit peu toutes les images, il y avait du sang, c'est explosé de partout, j'étais en mode « Ouah, c'est super intéressant !» Et j'ai lu, du coup, tout le paragraphe qui parlait de la Saint-Barthélemy, et je me suis intéressé de ouf à l'histoire. À partir de là, j'allais sur Internet pour chercher des trucs sur la Saint-Barthélemy. Je fais des recherches un petit peu partout sur ce sujet, j'ai pris des bouquins. À partir de là, j'ai commencé à développer une passion pour l'histoire, surtout l'époque moderne et la guerre des religions. Et après, ça a été Oui, alors, si vous savez pas, parce que moi j'ai fait études en histoire, pour être sûr que j'ai fait études en histoire, voilà un moyen de repérer. On classe l'histoire, dans nos études, en plusieurs périodes. Antiquité, Moyen-Âge,
vous avez le haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, et entre-temps, c'est le moyen Moyen-Âge. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est... je crois qu'on dit juste Moyen-Âge. Ensuite, vous avez l'époque moderne, donc ça, c'est de la découverte des Amériques, ou bien la chute de Constantinople, jusqu'à la Révolution française. Voilà, ça s'appelle l'époque moderne, tout ça, donc Louis XIV, toutes ces conneries. Et ensuite, après la Révolution française, c'est l'époque contemporaine. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Jusqu'à aujourd'hui, du coup. Où j'en étais, donc, pour répondre à la question, c'est de là où je me suis passionné vraiment pour l'histoire, c'est de par cette anecdote assez ridicule, mais qui résume bien le personnage que je suis. Voilà, donc c'est là d'où ça vient, et oui, ça tombe, je suis tombé dans la marmite très très petit pour l'histoire, et depuis, ça m'a jamais loupé. Je jouais à Call of Duty 2, à Battlefield 1942, ça m'a encore rempli dans l'idée que l'histoire c'était vraiment génial. Voilà, hein. Et puis après ça a été Wolfenstein, quand j'ai acheté mes premiers jeux vidéo, Company of Heroes, c'est le premier jeu vidéo que j'ai acheté, Company of Heroes, voilà, quand même pour vous dire. Bref, voilà, donc j'étais complètement à fond. Command & Conquer, même si c'est pas de la Deuxième Guerre mondiale, je cherche tout ce que j'avais. Bon, mais voilà, c'est pour vous dire que vraiment je joue à ça, je m'amuse, je regarde des documentaires, des films, mais j'ai jamais vu Il faut sauver le soldat Ryan. Je sais pas, ça m'intéresse pas ce film, je suis pas très passionné. Donc c'est pour vous dire que je suis tombé dans la marmite très très petit. On a fait que 2 questions maintenant que j'y pense. Bon, on reprend. Alors, une question de Charles Bréa. Alors, je suis désolé, je vous ai trahi, j'ai pris de la cristalline depuis que je suis devenu communiste. Charles Bréa me demande « Bonjour ». Bonjour. Je me demande quelle était ta période historique préférée, et pourquoi ? Et est-ce que tu lis des livres, et si oui, tu conseilles lesquels? Alors, ma période historique préférée, très sincèrement, je vous dirais la période contemporaine, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ça va de la Révolution jusqu'à, on va dire, la fin de la guerre froide. C'est comme ça que je la classe, hein. Attention, c'est pas le vrai classement. Toute cette période me fascine, c'est la Révolution industrielle, la deuxième et la première guerre mondiale, toutes ces périodes de manière générale, c'est des sujets que j'ai beaucoup abordés sur la chaîne, vous l'avez vu, et vraiment c'est super intéressant de mon point de vue, parce que tu vois le monde, comment dire, qui vit enfin une période de paix, pendant la révolution industrielle environ, et puis ensuite qui se développe de manière exponentielle. Voilà, tu vois, c'est à partir de là en fait que tu vois les émergences des grandes nations qu'on connaît aujourd'hui, l'Angleterre, la Russie, la France, les États-Unis, et tout simplement, c'est une période qui est super fascinante, qui a eu plein d'évolutions différentes. La guerre froide, vraiment c'est des sujets... J'ai pas beaucoup parlé de guerre froide sur la chaîne, à mon grand désarroi, c'est un sujet que j'adore. Donc pourquoi pas reprendre le sujet. Voilà, on a fait Napoléon III, on a fait Hitler, hein, lol. Putain, j'ai pas dit dans mon iceberg d'ailleurs que Hitler, il était né le même jour que Napoléon III. Avec 50 ans de différence, mais voilà. 80 plutôt, je dirais, mais bref. Oui, c'est ça, 80 ans. Bon, donc pour répondre à la question, voilà, c'était la période contemporaine, voilà, tout ce que j'aime bien. Pourquoi ? Parce que c'est super intéressant de voir l'évolution de l'homme qui arrive à une grande vitesse. Voilà. Et est-ce que tu lis des livres, alors je suppose que ce sont des livres historiques, et si oui, tu conseilles lequel ? Actuellement, j'ai lu j'en lis pas beaucoup, des livres historiques, parce que tout simplement je suis plus en études, donc j'en lis pas. Par contre, il y a un excellent bouquin que je vous recommande, ça s'appelle L'industrialisation des croisades, je crois. Ou alors l'arrivée de l'industrialisation à l'époque des croisades. C'est super intéressant, et en fait ça vous explique comment, au Moyen-Âge, on a débloqué plein de techniques sur l'industrialisation qui seront réutilisées après, pendant la période de la révolution industrielle. Celui-là, il m'avait passionné ce bouquin, il était génial. Sinon après, comme bouquin que je peux vous recommander sur... pas forcément des bouquins historiques analysés par des historiens, mais moi, un bouquin que j'aime beaucoup, c'est Les carnets secrets de Nuremberg. Un bouquin qui est fascinant. C'est un livre qui a été... putain de chien, je te jure. En fait, qu'un psychiatre a tenu, c'est un journal qu'un psychiatre a tenu, sur les prisonniers de la prison à Nuremberg, pardon, pendant le procès du coup de Nuremberg, et du coup vous avez un profil psychologique qui est établi de tous les nazis qui étaient là-bas. Donc Rudolf Hess, Kaltenbrunner, je crois, Joachim von Ribbentrop, il y a qui d'autre aussi, Goebbels il est mort, donc j'ai une connerie, Dönitz, Göring, évidemment, voilà. Vous avez un profil psychologique qui est établi sur tous ces gens-là, et c'est fascinant à lire et à voir. Surtout de voir que t'en as certains qui ont des personnalités et des hobbies que t'imaginais pas. Voilà, je ne savais pas que Göring, par exemple, aimait bien se travestir. Voilà, si vous n'avez pas lu le bouquin, vous ne le saurez pas. Voilà, je savais qu'il avait un énorme ego, mais je savais pas ça. Voilà, bref, donc, et que Ribbentrop avait un côté très féminin. Lisez-le, vous le verrez, et très séducteur surtout. Lisez-le, vous verrez, voilà, c'est un bouquin qui est fascinant. Les carnets de Nuremberg, vraiment, il est exceptionnel.
Sinon, après, j'en ai pas beaucoup plus que ça. C'est vraiment le premier qui m'est venu en tête. Mais voilà, sinon... Ah si Le mythe de Troie de Heinrich Schliemann. Je crois que je me trompe dans le titre. Mais c'est un livre, en gros, qui a été écrit par Heinrich Schliemann, un Allemand, du coup, du 19e siècle, qui, en fait, s'est dit, parce qu'il était millionnaire, je vais dilapider toute ma fortune dans les recherches archéologiques pour retrouver la ville de Troie, la mythique cité antique. Et en fait, c'est une histoire vraie, du coup, c'est son roman autobiographique, et en fait, il raconte toute l'aventure tout ce qu'il a accompli, en fait, dans sa vie pour découvrir le masque d'Agamemnon, qui existe, du coup, dans la vraie vie, même si c'est pas tout à fait ce à quoi vous pensez, la ville de Troie, il a retrouvé pas mal de cités de l'époque, et en fait, c'est vraiment Indiana Jones à l'époque du 19e siècle. C'est super intéressant, c'est très fascinant. Par contre, je vous préviens, il dit pas mal de conneries, voilà, et il a tendance à un petit peu détruire la nature autour de lui. Voilà, c'est un bouquin qu'il faut mieux lire avec un historien à côté qui corrige un petit peu, mais c'est super fascinant à lire, et c'est une histoire vraie du coup, donc voilà. Enfin, une autobiographie, bref. Donc ça, c'était les bouquins que je vous conseille. Alors, une question suivante de Samouraï Kurai. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'a donné... Alors, qu'est-ce qui t'a fait... Ouais, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Et on m'avait posé cette question pour la première FAQ, et je vais y répondre une deuxième fois. Tout simplement, j'ai toujours voulu faire des vidéos sur Internet, depuis que j'ai découvert qu'on faisait des vidéos sur YouTube avec des simples Lego. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien, il y a des mecs qui font des Lego, ils prennent en photo, puis ensuite ils mettent ça sur YouTube, c'est génial. Donc depuis que j'ai voulu, donc en 2007-2006 à peu près, quand j'avais 5-6 ans, et ensuite, bah, il y a eu la grande période des youtubeurs, 2012, 2013, 2014. Le premier vrai youtubeur que j'ai découvert à l'époque, c'était le Joueur du Grenier, mais juste avant, le youtubeur qui m'a donné envie, enfin la youtubeuse maintenant, parce qu'elle a changé de sexe, qui m'a donné envie, de genre, pardon, qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est Mea. Monsieur Mea, son ancien nom. C'est passionnant ce qu'il fait, très honnêtement. C'est une des personnes les plus, comment dire, les plus fascinées et passionnantes de cette plateforme. En gros, elle va tester un jeu et en fait, elle va raconter toute l'histoire et tout le contexte autour de la licence en question. En fait, à l'époque, je me disais, attends, c'est vraiment ça faire des vidéos? Mais c'est super simple, enfin, super simple. C'est super accessible, en fait, je pourrais le faire. Mais j'avais 10 ans à l'époque, donc non. Voilà, c'était vraiment une des personnes qui m'a le plus motivé. Et aujourd'hui, une des personnes qui me sert de guide, de phare dans ce monde qui est YouTube, dans cet océan qui est YouTube, c'est Mathieu Blum, dont j'ai déjà parlé dans mon iceberg sur Hitler, pour dire que c'est un mec absolument adorable. C'est un breton, n'en tenez pas rigueur, et ce gars fait des putains de documentaires interminables, pas monétisés, et qui sont fascinants. Il parle majoritairement de cinéma, mais il peut parler d'histoire. Par exemple, il a fait l'histoire de l'invention de la Coupe du Monde. Il a fait l'histoire du cinéma estonien, Le Ton, qui est incroyable, vraiment, sa vidéo, elle est fascinante de ouf, alors que t'en as rien à foutre de la Lettonie, tu regardes ça, après t'as qu'une envie, c'est t'intéresser à l'histoire de la Lettonie, voilà. Il a fait d'autres podcasts, des trucs comme ça. Il a un concept de vidéo que j'aimerais bien adapter, c'est faire une suite impossible, enfin faire une suite géniale à un film de merde. Parfait, génial, magnifique. Mathieu, t'es juste incroyable. Et surtout, ce que j'aime chez lui, c'est son impartialité dans dans presque tous les sujets. Voilà. Vraiment, c'est fascinant ce qu'il fait, Mathieu Blum. Foncez vous abonner, même s'il a plus d'abonnés que moi. Foncez vous abonner, c'est un mec absolument adorable. Je suivais depuis l'époque État Critique, pour vous dire, à l'époque où il faisait des petites critiques cinéma. Et non, c'est un mec absolument adorable. Et puis, il est chauve. Voilà, et comme on dit, il faut voir le bon côté des chauves. Donc voilà, c'est un mec extraordinaire. Je t'aime. Alors, question suivante. Ah, bah une question un peu plus sérieuse, enfin un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus personnelle. Alors, une question de Yacine V1C. Salut, je suis ni prêtre ni imam, mais je voudrais savoir si tu es pratiquant. Est-ce que tu penses de la religion aujourd'hui au sein de notre société et son avenir? Alors, pour répondre à la question, je crois que je l'ai dit dans... Si, je l'ai dit dans l'iceberg partie 2, je suis chrétien, de confession protestante. Par pure conversion, je sais pas comment dire ça. Ma famille est pas croyante de base, hein. Ma mère je pense qu'elle s'en fout et mon père c'est pas trop son délire. Voilà. Mes petits frères non plus, dans ma famille on est catholique mais on n'est pas trop pratiquant. C'est juste moi en fait qui me suis converti à la religion chrétienne quand j'avais 14-15 ans je dirais à peu près. Ouais, c'est à partir de là où j'ai remis en question tout ce que j'étais, grosso modo, et je me suis
Je me suis rendu compte que à chaque fois que je priais pour que quelque chose de positif arrive dans ma vie, bah, cette chose arrivait, et je suis arrivé à la conclusion que ça pouvait être que Dieu, voilà. Maintenant, je déteste le prosélytisme, c'est pour ça que j'en fais pas dans mes vidéos, ou alors quand je parle de Dieu, j'en fais en plaisantant, je dis par exemple « Notre Père qui es aux cieux, sauvez le Brésil », voilà. Je prie comme ça, hein, mais je vais pas faire du prosélytisme, dire que la religion c'est la vérité. Non, non, c'est pas du tout mon délire, je déteste quand les gens font ça, donc je vais pas me permettre de le faire. Voilà, le seul moment où je suis prosélyte, c'est quand je vais à l'église, voilà. Par ailleurs, je vais dans une église qui est protestante évangélique, évangéliste, protestante évangéliste, pardon. Et ça me dérange absolument pas. C'est plutôt un petit mélange des deux, aucun problème là-bas. Moi pourquoi le protestantisme particulièrement? Parce que je me reconnais pas dans les valeurs de l'église catholique, et je considère pas que Simon Pierre ait pu avoir une descendance spirituelle avec le pape. Tout simplement parce que les papes ont fait tellement de conneries dans l'histoire que si ces mecs-là sont proches de Dieu, moi je suis la reine d'Angleterre. Voilà, tout simplement. Ils ont fait tellement de conneries, tellement de bêtises, parce que pour moi, Dieu, si tu veux, il ne peut pas s'incarner dans un être humain autre que Jésus-Christ. Tu vois? C'est pas possible. Autrement, c'est tout. C'est le seul qui ait pu faire ça, et c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Si quelqu'un d'autre débarque, je suis toujours ce que dit la Bible à ce propos. C'est quand Jésus dit: vous verrez un petit peu partout des prophètes prétendre que, je sais plus dans quel verset c'est, mais vous verrez partout des gens prétendre, faire les mêmes miracles que moi, accomplir les mêmes choses que moi. Ne les suivez pas. Voilà, parce que ce sont des faux prophètes. Bah, pour moi, c'est le cas. Quand je vois le pape, je me dis non, il se fout un peu de notre gueule. Même si ça peut être quelqu'un de très gentil, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, quand je vois le pape qui dit, je crois que c'était le dernier, là, Jean-Paul II, qui disait par exemple que l'homosexualité, c'était une question qui était en train d'être traitée et qui était en cours et qui était très récente dans l'église catholique, j'ai envie de te dire non, parce que ça existe depuis toujours, l'homosexualité. Tu rejettes juste ça pour faire genre, regardez, il faut le cacher. Et je me reconnais pas du tout dans l'église catholique quand elle dit que justement, les homosexuels ne peuvent pas pratiquer librement leur sexualité, et il faut reconnaître l'homophilie, c'est-à-dire l'attirance pour un homme, de l'amour, mais il faut pas reconnaître l'homosexualité, parce que c'est un mal. Et moi, quand j'entends ça, mais j'ai envie de te dire, mais dans la nature, ça existe, l'homosexualité. Pourquoi tu t'interdis ça? Que je te jure. Oui, je réponds en arabe, comme ça ils comprendront pas. Voilà, donc non, moi je suis complètement contre ça. Je suis très très progressiste sur les valeurs pour ce qui est de la sexualité, le champ, enfin comment dire, l'identité de genre, tout ça. Moi je suis très très ouvert d'esprit là-dessus. Je me reconnais pas du tout dans ces valeurs catholiques. Et je me reconnais plus dans le protestantisme qui est de dire chacun a sa vision de la chose. Il n'y a pas de chef chez les protestants, il y a des pasteurs, mais il n'y a pas de chef. Je préfère largement ça. Voilà. Si je peux, je dirais juste que je suis chrétien, sans identifier quelque chose. Mais je préfère quand même protestant, parce que protestant, ça veut dire dans l'idée que tu t'opposes à quelque chose, et en l'occurrence, je m'oppose au catholicisme. Mais un jour, peut-être qu'on se reconnaîtra tous. Ce sera le jugement dernier. Voilà, c'était mon opinion religieuse. Voilà. Et pour répondre... si j'ai dit pourquoi je me suis converti. Si tu es pratiquant, et que penses-tu de la religion aujourd'hui au sein de notre société? En fait, au début, je pensais qu'elle avait beaucoup moins de place que ce que je pensais, et au final, ce que je pense aujourd'hui de la religion, c'est que malheureusement, la plupart des religieux avec qui je discute, je discute avec énormément de religieux de plein de religions différentes, hein, les musulmans, catholiques, témoins de Jéhovah même, voilà. Chacun a son point de vue là-dessus, mais je peux discuter avec eux, y a pas de souci. Ont tendance à beaucoup trop se braquer sur certains trucs, alors qu'il faudrait justement s'ouvrir, voilà. Tout en respectant des dogmes, bien évidemment. Et aujourd'hui, au sein de notre société à nous, la France, je trouve qu'on se divise beaucoup trop là-dessus, que ce sont des débats qui se cassent souvent la gueule et qui mènent nulle part. Des débats Twitter, ce que j'appelle, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est dans un pays laïque. Voilà. Donc quand par exemple je vois des gens qui veulent porter plainte parce que la représentation de la scène, qui n'en est pas une du coup, aux Jeux Olympiques, c'est un blasphème, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que leur religion peut être blasphémée autant qu'on veut dans un pays laïque. Et moi je l'accepte, y a pas de souci, tu peux te foutre de la gueule de Jésus, tu peux te foutre de la gueule de Mahomet, de mon point de vue, y a aucun problème. Voilà, faut peut-être pas le faire devant un chrétien ni quoi que ce soit, mais moi je n'ai aucun problème avec ça. Tu peux me dire autant de fois que tu veux que Dieu n'existe pas, ça ne changera pas mon avis, hein, voilà, et j'en aurai rien à foutre. Voilà, mais il y en a qui ne supportent pas ça, et je trouve qu'on se braque beaucoup trop là-dessus, sur la religion, dans notre pays. Et son avenir, il y aura toujours des gens pour croire.
Ça c'est sûr, parce que c'est comme ça, les êtres humains ont besoin de croire. On va pas arriver à un stade où on sera obligé de dire bon ça y est, on arrête cette religion, ou alors on arrête définitivement la religion et on s'ouvre à autre chose. Voilà, non, ça n'arrivera jamais, parce qu'il y aura toujours des gens pour se braquer et le penser, et les religions renaîtront de leurs cendres. Voilà, vous allez voir des religions qui vont apparaître dans d'autres façons différentes, des sectes aussi, voilà, qui vont apparaître de manière complètement différente. Ça peut être sur Internet, ça commence déjà à arriver d'ailleurs, ça peut être sur Internet, ça peut être par rapport à des nouvelles technologies. Il y a une religion qui existe sur Diego Maradona. Et vous pensez vraiment que la religion, ça va s'arrêter un jour? Non, ça s'arrêtera pas. Même dans un avenir très très proche, il y en aura des nouvelles, c'est tout. Mais ça s'arrêtera pas. Moi en tout cas, je resterai chrétien toute ma vie. Voilà, mais... Bref, voilà mon petit point de vue sur la religion. Alors, c'est une question de Léopold4525. Salut, quel est ton point de vue sur le roman national et sur le fait ou non de l'enseigner aux jeunes à l'école? Et seconde question, pourquoi le Sud est le meilleur endroit de France? Alors je réponds à la seconde question, déjà parce qu'on a le soleil, les nanas et le pinard, voilà. Non, on a la plage aussi, une vraie plage qui est jolie avec la mer Méditerranée, voilà, et puis voilà, le Sud c'est juste, c'est le soleil tout le temps, les gens ont l'accent, pas tous, hein, moi j'ai pas forcément l'accent. Pourquoi le Sud est le meilleur? C'est tout simplement parce que j'ai passé mon enfance là-bas, il y a des gens qui sourient tout le temps là-bas, c'est une ambiance, on rigole beaucoup là-bas aussi, on fait beaucoup d'apéros, de soirées, voilà. C'est vraiment un endroit qui est très convivial, le Sud. Attention, ça aussi c'est défaut. Notamment le fait qu'il y ait des gens qui ne comprennent toujours pas l'intérêt de la clim. Foutez la clim, putain. Bref, quel est ton point de vue sur le roman national et sur le fait ou non de l'enseigner aux jeunes à l'école? Je l'avais dit dans une vidéo, vous savez, la fameuse vidéo où je parle de mes points de vue politiques. Je trouve que le roman national, il faut pas l'enseigner aux enfants. Voilà. Parce que c'est donner une fausse idée de la France, en fait. Et quand ils grandissent, en fait, ils vont se dire « Mais attends, l'histoire, c'est pas ça. On m'a menti. L'école m'a menti. » Et à partir du moment où l'enfant se dit « L'école m'a menti, c'est terminé. » Il va tout remettre en question, y compris ce qu'il a totalement étudié à l'école. Et c'est terminé, parce que ce qu'on t'enseigne à l'école, c'est pas censé être la vérité, c'est censé être des faits. Voilà. Et donc, on peut pas te dire à l'école « Les nazis, c'est les méchants. » Je veux dire, les gentils, oulala. « Les nazis, c'est les méchants. Les résistants, c'est les gentils. » On peut pas t'enseigner ça à l'école. Voilà. Maintenant, la très grande majorité des profs n'enseignent pas le roman national. Voilà. Un truc que j'ai pas dit dans ma vidéo sur l'école, c'est que... en fait, j'ai pas vraiment eu de propagande politique quand j'étais à l'école, moi, de ce que j'entends comme propagande politique, comme quoi la France avait collaboré, qu'on en avait tous souffert, que c'est notre faute et que les communistes nous ont sauvés. J'ai pas eu ça. C'était comme ça fut une époque, notamment les années 80-90, dans l'enseignement, mais aujourd'hui ça a complètement changé. Oulala. Après, ça dépend du professeur, parce que les professeurs sont assez libres dans leur manière d'appliquer le programme. T'as des grandes lignes, mais ils sont assez libres. Contrairement à ce qu'on raconte. Voilà, donc non, pour le moment, je pense que c'est une mauvaise idée d'enseigner ça aux enfants. Après, le roman national, personnellement, je trouve que c'est une très belle histoire, très jolie, mais ça reste de la fiction. Parce qu'après, il y a les faits. En fait, en histoire, de manière générale, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des faits. Oui, il y a des résistants qui ont collaboré, oui, il y a des résistants qui ont... des résistants qui ont collaboré, des résistants qui étaient d'anciens communistes, qui à l'époque avaient collaboré, puis ensuite ils ont changé, qui ont été des connards. Et oui, t'as des résistants qui ont été des gentils qui voulaient combattre les nazis. T'as les deux. Voilà. La vérité, c'est pas un est méchant, l'autre est gentil, la vérité, c'est il y a des faits. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vérité en histoire. Bref. Donc voilà, c'était les petites questions de Léopold. Question suivante. Salut, je serais curieux de savoir ta période historique préférée, donc c'était l'époque contemporaine, et la nation qui t'a le plus marqué par son histoire. Je te dirais la Finlande. C'est une nation que j'ai étudiée en long, en large et en travers, pendant toute la période de la guerre d'hiver, dont je parlerai pour une prochaine vidéo, parce que j'ai mis en privé du coup mes anciennes vidéos sur la Finlande, parce que je disais beaucoup de conneries dedans. Je suis très très fier de mes vidéos sur la guerre d'hiver, et je pense que j'en ferai un remake, façon, vous savez, mes vidéos sur le pays en temps de guerre, de l'entre-deux-guerres. J'adore cette série d'émissions, c'est une de mes préférées de la chaîne, et je reprendrai dès que je peux. La prochaine, c'est sur l'Espagne. La nation qui t'a le plus marqué, voilà, c'est la Finlande. Voilà, je trouve que c'est une nation héroïque qui a renaquis de ses cendres. Qu'est-ce que tu vas faire plusieurs fois dans l'histoire, et c'est juste extraordinaire de par la manière dont ils ont affronté les communistes, les nazis, les impérialistes, les alliés, les impérialistes russes. Ouais, ils s'en sont sortis à chaque fois avec brio, et aujourd'hui, on flippait la Russie, encore. Donc voilà, c'est une nation absolument incroyable, la Finlande, un pays que j'aimerais vraiment visiter un jour, dès que je peux. Voilà.
Pierre 18 58 8. Je l'ai certainement mal dit, donc on va dire 18 858, Pierre donc. Petite question assez intime et personnelle, si tu avais pu vivre à une époque historique, ce serait laquelle ou avec quel rôle? T'as vu, c'est pas intime, nous aussi on peut faire des feintes. Donc je disais, Pierre, moi je pense que je dirais la période moderne, et je dirais que j'aimerais jouer le duc dans le bouquin Les 120 journées de Sodome. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Non, je dirais... Si vous savez pas ce que c'est, n'allez pas chercher sur internet. Donc je disais, si t'avais pu vivre à une époque historique, ce serait laquelle? Bah... En vrai, je vais te répondre très sincèrement à cette question, je dirais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une période historique, hein, on est en plein dedans, en fait, on arrive dans un nouvel âge en fait, de l'histoire, on est en train de tourner une page, avec la guerre en Ukraine, Gaza et toutes ces conneries, on est en train d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire, et c'est peut-être à nous de la marquer. Voilà, de noter ce qu'on pourrait en faire, etc., etc. Donc je pense très sincèrement que je dirais aujourd'hui, parce qu'on est dans une très belle période où tout peut changer avec l'élection américaine, tout ça. Tout peut changer à n'importe quel moment. Regardez ce qui se passe au gouvernement français, il n'y en a pas, justement. Voilà, non mais je pense que je dirais ça. Et sinon, je dirais, je sais pas, l'époque napoléonienne, ne serait-ce que pour rencontrer Napoléon dans la vraie vie. Voilà, c'est un mec qui me fascine depuis toujours, et je trouve... le fait de le voir en vrai, ça m'aurait impressionné, je pense. Bref, voilà. T'as vu, c'est pas intime, donc voilà. Et avec quel rôle? Bah, je sais pas. Aujourd'hui, mon rôle est déjà très bien, parce que il est à construire, mon rôle. Voilà. Question d'Arcantigueur ou d'Arcantigé. Comment tu choisis tes sujets de vidéo? Alors, faut savoir que moi, à la base, j'avais un planning de vidéos que je voulais faire sur la chaîne, et je le respecte très peu. Bon, en fait, ça dépend de si je suis claqué après avoir fait une nouvelle série ou une nouvelle vidéo, mais en général, ce que j'aime bien, c'est partir d'un concept. Je sais pas, par exemple, je vais créer un concept et ensuite je vais développer le truc dessus. Mais par exemple, ma prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne, c'est juste qu'il y a très longtemps, j'ai vu un documentaire, je me suis dit, putain, il y a un passage dans ce docu qui m'avait marqué, si vous avez vu Twitter, vous savez de quoi je parle, et je le retrouve plus, ce docu, ni ce passage en particulier. Donc je vais dédier une vidéo sur mes recherches. Voilà. En fait, comment je choisis mes sujets de vidéo? Dès que j'ai une idée. Je sais pas claquer des doigts. Dès que j'ai une idée, je pars dessus, et ensuite, je note, j'écris ce que j'ai. Tout ce qui me passe par la tête, en fait, et puis je peux le développer. Ma vidéo sur le foot, ouais, je peux le dire, j'allais me spoiler, mais voilà. Ma vidéo sur le foot, par exemple, ça fait depuis très longtemps que je voulais parler de football, et je me suis dit, faut pas que je le dise ouvertement sur la chaîne, parce que sinon, il y en a plein qui vont pas être passionnés par le sujet. Voilà. Et puis au dernier moment, je me suis dit, putain, mais si je fais passer ça pour la pire défaite de l'histoire, ce sera un sacré coup. De toute façon, personne n'avait vu que ça allait être une vidéo qui allait parler de football. Absolument personne. Voilà, d'ailleurs, même ceux qui regardent la vidéo qui ne savent pas, qui se sont fait spoiler, je suis désolé, vous ne le saviez absolument pas. À chaque fois que j'en parlais aux gens, ils étaient en mode, putain, mais qu'est-ce que ça peut être comme bataille, je sais pas. Je mentais, hein, je disais, oui, regardez, c'est une bataille extrêmement horrible, qui a fait des milliers... il y a eu des... Enfin, c'est pas une bataille, c'était une défaite absolument horrible qui a traumatisé son pays, mais à chaque fois, je précisais pas que c'était une bataille, donc les gens se faisaient avoir. Comment tu choisis tes sujets? Bah en fait, ça vient d'un coup comme ça, j'ai une illumination. Sinon après, j'ai un gros planning de vidéos. Donc je disais, voilà, je choisis comme ça en fait au fur et à mesure, et j'ai pas de... Après j'ai un planning, et si par exemple j'ai plus d'idées, je me réfère au planning, automatiquement. Voilà, c'est comme ça que je choisis. Une question de 443, Contingency TV. Ton avis sur la place de Napoléon dans notre histoire? Bah, voilà, tiens. Je trouve que Napoléon Bonaparte est un des personnages historiques les plus fascinants de toute l'histoire de France. Et tout simplement, je pense que on est assez clivant sur ce sujet. Et dans mon cas précis, j'accepte Napoléon avec toutes les erreurs et toutes les conneries qu'il a fait dans sa vie. Voilà, parce que les choses qu'il a accomplies sont tellement gigantesques, que ce soit avoir bâti un immense empire français, avoir établi le code civil... tout un tas de choses qui font aujourd'hui rayonner la France à travers le monde. Faut vraiment comprendre que Napoléon, quand on dit Napoléon, la France est en mode « Waouh, l'Empire, qu'est-ce qu'il est grand !» À part les Anglais. Les Anglais, ils nous détestent, mais c'est normal, personne n'aime les Anglais. Donc demandez aux Indiens s'ils aiment les Anglais. Donc voilà, donc les États-Unis sont fascinés. Voilà, tout le monde trouve Napoléon absolument extraordinaire, et c'est un soft power à lui tout seul. Bref, voilà. Karl Marx était fasciné par Napoléon. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui ne l'apprécient pas. Napoléon Bonaparte, notamment pour toutes les conneries qu'il a fait, envoyer toute une génération se faire massacrer, et aussi d'avoir conquis la moitié de l'Europe en massacrant tout ce qui bougeait, sans faire de prisonniers ni rien. J'accepte tout à fait que c'est un être très complexe qu'il faut analyser. Écoute, il y en a qui sont fascinés par Muammar al-Kadhafi, il s'appelle comme ça je crois, ou j'accepte que des gens soient fascinés par Napoléon. Au moins lui, il n'a pas commis de génocide. Mon avis sur la place de Napoléon dans l'histoire, je pense que c'est un personnage qu'il faut étudier sous toutes ses facettes.
sous toutes ses facettes, voilà, tout simplement. Pour qu'on puisse bien le saisir et comprendre qu'est-ce qui a pu pousser un petit Corse à vouloir conquérir l'Europe, voilà. Question suivante, ça c'est les questions de Discord. T'en penses quoi des buveurs de cristalline? Je suis maudit! Ah, écoutez, buvez ce que vous voulez, du moment que c'est pas de la viande. Donc ça c'est la question de Canard Boiteux. Alors une question de Sophia. Ton leader fasciste, dictateur préféré du XXe siècle? Personne ne va me soutenir. Je dirais dictateur préféré... Je sais pas, 20e siècle, donc... en fait, je te dirais Mannerheim, parce que Mannerheim a été un dictateur pendant un court moment, mais il a toujours su redonner les pouvoirs au peuple dès qu'il le fallait, comme le général de Gaulle, voilà. Mais sinon, mon leader fasciste... Oh, tu me poses une colle et tu me casses les couilles. Je dirais Horthy, Miklos Horthy. En fait, je choisis le moins pire dans l'équipe. Je dirais Miklos Horthy parce que c'est un personnage qui est... beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste un amiral qui a pris le pouvoir pour être parce qu'il est mégalomane, c'est un peu le cas, mais voilà. Et surtout, il a su au bon moment s'éloigner très rapidement des fascistes. Boris III aussi, voilà, qui est très intéressant. Après, je pense que celui que j'aime le plus de par mon affect, ça doit être Zog, le roi d'Albanie. Qui a tout simplement pris un état qui n'existait pas, l'Albanie, et en fait il en a fait un putain de royaume. Sachant que c'était pas... il avait du sang aristocrate, mais pas un sang royal. Voilà, donc je dirais que lui, je l'aime énormément, Zog, voilà. Et puis il s'est opposé à Mussolini, donc moi ça me va très bien. Bref, non, moi j'aime bien Zog, enfin c'est que des rois en fait, hein, si tu remarques bien. Moi j'aime bien Zog, j'aime bien Horthy, enfin toutes ces personnes-là, ils sont super intéressants. Objectivement, j'ai répondu à la question, pardon. Y compris ceux qui ont fait des crimes bien sales, bah voilà. Lequel est le plus efficace, le plus classe dans son image, le plus intelligent dans sa manière de gouverner, la plus efficace en termes militaires, etc. et le meilleur kill count? Alors, la meilleure... enfin, le plus efficace en termes de dictateur... Ah, pas facile pour le XXe siècle, hein. Mais je dirais Staline, hein. Non, vraiment, c'était le plus efficace, le plus vénère, et c'est celui qui s'en est le mieux sorti, à tel point qu'il a complètement... il a détruit plusieurs fois sa bureaucratie, mais il s'en sortait à chaque fois. Donc je te dirais, c'est lui le plus efficace. Le plus classe dans son image? Ah, ça doit être... Staline, pas trop, non, je dirais plutôt Mussolini, lui qui avait une image qui était vraiment topissime. Et en fait, le truc, c'est que c'était pas un personnage, Mussolini, il était vraiment comme ça dans la vraie vie. Ce côté très conservateur, très sportif, voilà, c'est un mec qui aimait bien le foot, qui avait... c'est pas comme Hitler où vraiment t'as le personnage, le Führer, et puis ensuite tu vois le mec derrière, t'es en mode « Ah ouais, c'est un dépravé ». Non, non, lui, il était vraiment comme ça, tel qu'il était. Il sortait avec plein de filles, donc voilà, c'est un mec... c'est un mec qui a une certaine classe dans son élégance fasciste, on va dire. Le plus intelligent dans sa manière de gouverner, bah, ça doit être... ouais, je dirais Boris III, encore une fois, parce que lui, il a essayé de manager toujours la chèvre et le chou pour s'en sortir avec les fascistes. Voilà. Et le plus efficace en termes militaires, dictateur. Mais ils sont tous nuls, en fait, c'est ça qui me... Bah déjà, pas Staline, hein, il a été nul à chier, c'est une catastrophe. Bah je dirais Mannerheim, parce que Mannerheim, il a réussi à s'en sortir à chaque fois pour sauver son pays. Le meilleur kill count, bah c'est Hitler, je crois, qui en a fait le plus. Voilà, ou Hideki Tojo, je sais plus, voilà. Une petite tier list des fumiers du XXe siècle, je ferai ça dans une vidéo à part entière, je pense, voilà. Sophia, tu me casses les couilles. Voilà, donc question suivante, après c'est d'autres questions de Discord. Bidas, tu as souvent pu parler... Enfin, salut Geek Historique. Salut à toi, Geek Historique. Tu as souvent pu parler des périodes et personnalités sombres de l'histoire, mais en ce qui concerne les personnalités inspirantes, lesquelles admires-tu le plus, tout siècle confondu? Personnalité que j'admire vraiment, bah, je dirais Zinedine Zidane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, j'arrête. Non, moi je dirais personnalité que j'admire vraiment de tout mon cœur, je dirais Napoléon, voilà, encore une fois avec tous les défauts qu'il a, je l'admire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je peux admirer ouais, c'est pas facile, hein, je sais pas, moi je dirais... John Kennedy, dans toute sa complexité, encore une fois, c'est toujours compliqué hein, de choisir un personnage historique, mais voilà. Je dirais John Kennedy, voilà, il y a qui d'autre aussi que je trouve fascinant. Ouais, c'est pas facile en fait de répondre à cette question du tac au tac, d'un coup, qui... Non, vraiment, c'est compliqué. Tiens, chérie, à ton avis, c'est quoi les personnes que j'admire le plus, moi, en histoire? T'as vraiment envie que je le dise?
Après, c'est peut-être pas de l'admiration, moi j'ai l'impression que tu aimes bien une certaine personne quand même. Monsieur H? Oui, Non, j'ai aucune admiration pour ce type, c'est juste que je suis fasciné par sa connerie et c'est tout. Et d'accord. de voir à quel point il est... Bah en fait, il est vraiment parti de rien, il est devenu un héros de shonen, mais un héros machiavélique de shonen, puis ensuite tout s'est effondré. C'est ça que j'apprécie. C'est c'est ça un que- héros, là, c'est un méchant. Ouais, c'est un méchant, mais disons qu'il est devenu le héros d'une nation, voilà. Il a tout fait foirer. Ouais, je trouve ça très fascinant, justement, le personnage en lui-même, mais puisque vous avez vu mon iceberg, vous le savez. Sinon, non, je n'ai pas d'admiration. Je dirais Napoléon et Jean-Luc Anouilh peut-être. Jean-Luc Anhuet, ouais. Ouais, c'est vrai, d'un point de vue politique, c'est pas une personnalité historique, particulièrement, mais c'est une personnalité très importante du centre français, du centrisme en France plutôt. Ouais, que j'apprécie beaucoup, j'apprécie sa polyvalence. Ah bah si, Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est un des mecs qui m'inspire le plus dans ma vie de manière générale. C'est un charisme, une carrure et surtout une personnalité qui m'inspire beaucoup pour sa... Je dirais que c'est son côté toujours très drôle, très enjôleur, très sympathique, et très franchouillard aussi, qui fait qu'on l'admire beaucoup. Peut-être plus le Jacques Chirac des Guignols de l'info que le vrai Jacques Chirac, mais les deux, vraiment, je suis... Vraiment, Jaco, c'est un mec... J'aurais vraiment aimé le rencontrer un jour, Jacques Chirac. Mais c'était trop tard, il était déjà malade à l'époque, où j'étais fan de lui. Et vraiment, c'était un gars exceptionnel. Vraiment, j'ai plein de répliques de lui dans ma liste de citations à sortir. Voilà, quand il prend un petit agneau, il fait c'est pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, il est parfait. Il est extra. Et encore une fois, j'accepte toutes ses conneries, mais vraiment, il est admirable, Jacques Chirac. Ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un mec qui sort un petit peu de nulle part. Souvent, il était paumé en politique et qui, au final, réussit à trouver sa petite marque. Et puis, il n'aime pas Nicolas Sarkozy, et toute personne qui n'aime pas Nicolas Sarkozy attire ma sympathie. Voilà. Non, je te dirais que c'est Jacques Chirac. Très sincèrement, c'est de toutes les personnalités historiques que je réfléchis, hein, c'est pour ça. J'ai dit non, c'est vraiment lui. Voilà, c'est un mec adorable et vraiment... c'est une personnalité extraordinaire, vraiment, je la trouve... c'est un de nos meilleurs présidents, de très très loin. Alors, tout le monde, figurez-vous que je me suis rendu compte au dernier moment, après avoir enregistré toute la FAQ, que ma caméra s'était coupée au bout d'1 heure, parce que j'avais plus de place dans mon putain de téléphone. Voilà, donc j'en étais à la question sur Sarkozy, si je ne m'abuse, et désolé, on va continuer en voix off, voilà. Alors j'aurais pu libérer de la place sur mon téléphone, mais je pense que ça m'aurait tellement énervé que je l'aurais balancé. Donc on reprend en voix off. Alors, la question après Sarkozy, pas Sarkozy, sur Jacques Chirac, pardon, c'était combien de temps prends-tu pour faire des vidéos? Combien d'heures pour l'écriture, pour la voix off, le dérush, la recherche d'illustration, la recherche du montage, etc., etc. As-tu une organisation particulière, type emploi du temps, pour en réaliser des aussi longues et qualitatives tout en étant régulier? Alors, je mettrai peut-être pas l'adjectif qualitative sur mes vidéos, parce que bon, je considère qu'il y en a certaines qui se valent un peu plus que d'autres, même quand elles viennent de sortir. Mais pour répondre à ta question, combien de temps je prends pour faire une vidéo? Alors, on va prendre un sujet. Par exemple, je sais pas, Jean-Claude Van Damme. Ouais, très bien, Jean-Claude Van Damme. Déjà, je trouve un sujet, comme j'avais expliqué, et une fois que j'ai trouvé le sujet, il faut que j'ai un fil rouge, que j'arrive en général à découper en 3 chapitres, comme au cinéma. Je peux m'autoriser quelques chapitres en plus, hein, comme j'avais fait pour la vidéo sur le foot, mais imaginons que je décide de rester sur les 3 chapitres, ça donne ça. Donc, je vais commencer par une intro très 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 soignée. Une intro sur YouTube, c'est un peu comme un incipit dans un roman, c'est super important. Si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, si je peux vous donner le meilleur conseil, réussissez votre intro. Ne faites pas comme moi, avec mon iceberg sur Hitler, ne faites pas une intro scénarisée qui est très longue, qui met plein de temps avant de s'installer. Je l'ai fait cette intro parce que j'avais vraiment bien envie de raconter cette histoire plus que tout, mais il vaut mieux éviter, notamment dans ces gros sujets-là. Ça veut pas dire que j'en referai pas, ça veut juste dire qu'il faut éviter de faire ça si vous voulez que ce soit bien qualitatif. Maintenant, pour reprendre, une fois que j'ai fait l'introduction, donc l'introduction sur le sujet Jean-Claude Van Damme, ça va être par exemple, je sais pas, un moment de sa vie, un moment de son divorce par exemple, où il quitte sa femme, où il quitte sa femme et sa fille, à ce moment-là. À partir de là, la vidéo va parler de sa déchéance, par exemple. Donc l'introduction, le premier chapitre, servira à raconter toute la vie de Jean-Claude Van Damme, jusqu'à justement cet événement en question. Le deuxième chapitre, ça va être la descente aux enfers qu'il a subie, et la troisième partie, c'est le moment où du coup il s'est redressé, il est parti de l'avant. J'établis toujours un profil comme ça sur une vidéo, ça dépend du sujet, hein, bien évidemment, mais dans ce sujet précis, ça s'adapte parfaitement pour une vidéo. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé un sujet de vidéo rien qu'en balançant comme ça un truc complètement par hasard. Voilà, donc je dis c'est comme ça que je fais. Une fois que c'est coupé en 3, pour l'écriture, je mets
tous les sites et les recherches, les bouquins qui me serviront si jamais j'ai besoin, si jamais j'en ai besoin. Voilà. Ça peut être par exemple une autobiographie de Jean-Claude Van Damme, une biographie faite par un autre mec aussi, des journaux qui en parlaient à l'époque, qu'est-ce qu'on peut avoir, des bouquins d'histoire du cinéma belge, hein, on sait jamais. Voilà, si jamais j'ai envie de faire un aparté dessus, parce qu'il est belge, hein, Jean-Claude Van Damme, je pense que tout le monde le sait. Et des Belges qui ont réussi à Hollywood, faire rechercher. En fait, dès que tu te dis cette personne-là, elle a bossé dans tel ou tel truc, ou alors ce sujet va aborder tel ou tel truc, faut pas hésiter à le creuser. Vraiment, faut vraiment aller jusqu'au bout du truc. Par exemple, dans le foot, à un moment, je fais un aparté, je sais pas, sur j'en ai fait plein, mais je fais un aparté sur Pelé, j'aurais très bien pu dire Pelé il est fort, et puis voilà. Non, je suis allé beaucoup plus loin, j'ai dit Pelé il est fort, parce que il a 3 Coupes du Monde, quand même, voilà. C'est un rayonnement, enfin c'est le rayonnement brésilien à l'international, un soft power, et aussi parce qu'il est noir. Dans un pays aussi raciste, c'est super intéressant. Voilà. Faut mettre tout ça en fait en brique ensuite, et une fois que, par exemple, une fois que t'as trouvé Pelé, par exemple, pourquoi le Brésil, c'est aussi important de mettre en avant un Renoir, c'est parce que le pays est un pays qui a un très lourd passif avec le colonialisme. Voilà, tu mets tout ça en avant, et après, bah, t'en fais une vidéo, tu racontes des trucs. Voilà, bon, moi, je suis du genre de personne qui est très extravertie dans la vraie vie, qui a pas peur de montrer sa tête, hein, même si je me trouve pas particulièrement jolie, voilà, qui aime bien raconter des histoires, tout ça, donc j'embellis la chose sans pour autant vous mentir, quand même, faut pas exagérer. Je prends les points de vue des personnes aussi, j'essaie de les comprendre, les analyser d'un point de vue un peu sociologique, même si j'ai pas fait de socio. Voilà, j'essaie de comprendre un petit peu ce que ressentent les gens. Voilà, vraiment j'essaie de rentrer au cœur de l'histoire, quoi, vraiment du sujet que je vais aborder. Et donc pour Jean-Claude, bah voilà, je vais prendre son histoire, pourquoi il est tombé dans la drogue, pourquoi ça a détruit sa vie, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses à analyser. Est-ce que j'ai une organisation particulière? À part ce que je viens de te dire, non. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est pas très organisé de base. Donc on va dire que pour une semaine, en général, ce que je fais, un truc pour bien me motiver, c'est de donner une date pour la vidéo. Si je donne une date, en général, ça motive mon cerveau, parce que une date, je la mets sur Internet, donc ça veut dire que les gens m'attendent au tournant pour cette date. Voilà, donc je m'oblige un petit peu à faire ça, sinon, je me connais, je suis un peu flemmard. Et oui, c'est quelqu'un qui a fait 6 heures d'iceberg sur Hitler, qui vous le dit, je suis flemmard, voilà. Donc, emploi du temps, bah, généralement, comment je réalise ensuite le reste? Une fois que j'ai tout écrit, ce qui prend en général une semaine ou deux environ pour vraiment bien remplir ton script. Par exemple, la vidéo sur l'Autriche, l'introduction, je l'ai écrite en novembre, je crois, 2023, et ensuite je suis revenu dessus vers février-mars à peu près, et j'ai terminé l'écriture à partir de ce moment-là. Si je dis pas de conneries... Non, je dis une bêtise, ça doit être environ mai-juin. J'ai terminé l'écriture après. Voilà. Après, ça dépend de la vidéo. Par exemple, je peux faire... quand je faisais la vidéo sur la Pologne, c'était une partie par semaine. J'ai complètement arrêté de faire ça parce que c'est très chronophage et c'est pas bon pour la santé. J'ai pris beaucoup de poids à cette période-là, c'était pas très bien. Moi, ça a été la bouffe, certains ça aurait été l'alcool ou je sais quoi, mais voilà, ça m'a beaucoup stressé. Une fois que le tournage est fait, le tournage ça me prend généralement 1 heure à peu près. 1 heure, 1 h 20. Bah en fait, ça dépend. Si ton sujet dure 40 ou 50 minutes, le montage c'est généralement 20 minutes de plus. Parce que c'est les 20 minutes de merde, zut alors, oh je reprends. Voilà, donc t'as 20 minutes en plus, donc si une vidéo par exemple fait 40 minutes, l'enregistrement va durer 1 heure. Ouais c'est ça, c'est ça chérie, 1 heure? Je sais plus compter. 40 minutes plus 20 minutes, ça fait 1 heure? Putain, je sais plus compter. Moi. Je vous le dis, moi j'ai fait études d'histoire, c'est pas pour faire des maths. Hein. Donc je disais, voilà, une fois que ça c'est fait, l'enregistrement est fait, bah, j'arrive à la partie la plus chiante de la vidéo, c'est le montage. Il faut savoir que j'ai toujours aussi peur de faire du montage de mon côté parce que c'est très chronophage aussi, mais à un niveau encore pire. Disons que quand tu fais du montage, tu fais que ça. Tu peux pas écouter de musique à côté, tu peux pas te poser, regarder une vidéo. C'est des sessions de montage qui peuvent durer chez moi 4 heures. Et après, je fais une pause, je fais tout ce que je veux pendant 1 heure. Et après, je reprends. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Et quand je sens que je vais lâcher ou que je vais abandonner, psychologiquement, je parle, je me dis toujours, t'as fait 6 heures d'iceberg sur Hitler. C'est pas 40 minutes sur du foot qui va te dégoûter.
Voilà, tu peux t'en sortir. Voilà, c'est comme ça que je fais, et ça marche plutôt bien en général, donc je pense que je continuerai comme ça. Néanmoins, un jour, dès que j'aurai les moyens, je m'achèterai un vrai, enfin je paierai un vrai monteur, parce que c'est pas un métier, c'est pas facile. Je fais juste ça parce qu'il y a personne d'autre pour le faire, et il faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà. Et du coup, bah, pour une fois que j'ai... Alors du coup, le montage, bah, c'est simple, en fait, je déroche tout, et je monte directement après le dérochage. Voilà, je coupe l'enregistrement, enfin la voix off, je mets tout en... Dès que j'ai modifié la voix off pour que ça corresponde parfaitement à la vidéo, je coupe et ensuite je mets. C'est pour ça que le montage sonore est pas toujours parfait, c'est parce que j'essaie d'aller vite. Voilà, tout simplement, et comme on dit, on peut pas forcément faire vite et bien, mais ça reste assez correct, je trouve, personnellement. Il y a quelques fois où je mâche un peu mes mots au montage, mais on s'en sort. Voilà, as-tu une organisation particulière pour réaliser... Voilà, bah j'ai répondu à toutes tes questions, bidas. Voilà, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Et ah oui, et bien sûr, pour la miniature, j'utilise GIMP. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez tous installer, que je vous recommande vraiment d'utiliser parce qu'il est très simple d'accès. C'est un petit peu comme... zut, comment il s'appelle déjà ce logiciel? Blender, mais pour ceux qui veulent faire du montage. Pas la peine de craquer Photoshop. Utilisez GIMP, vous pouvez découper des images, vous pouvez superposer des images les unes après les autres. Franchement, utiliser ça, c'est très bien. Et après, si vraiment vous voulez vous améliorer votre qualité, passez à Photoshop. Mais vraiment, GIMP, c'est largement suffisant. Toutes mes miniatures, par exemple, sont faites sur GIMP. Vous voyez que ça reste quand même assez qualitatif. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, bah, généralement, je m'amuse un petit peu dans la description. Je mets des bêtises. Dans ma dernière vidéo, j'ai mis de sacrées bêtises. Et tout est troll, en fait, tout est fake. Voilà, sinon, pas plus. J'ai répondu à toutes tes questions, bidas. On en arrive aux questions de MKCAB. Alors, de manière objective, est-ce que tu considères que le stalinisme et ses projets d'industrialisation de l'URSS, impulsés par une politique de folie des grandeurs et de répression, ont permis à l'État soviétique de l'emporter face à l'Allemagne nazie, en fin de compte? Et est-ce que cette victoire aurait pu être possible avec un dirigeant moins totalitaire? Alors, il y a deux questions. La première, du coup, c'est est-ce que Staline a permis à l'URSS de tenir pendant la Deuxième Guerre mondiale? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça aurait été possible sans lui? Alors, pour répondre à la question, la toute première, du coup, il y a une réponse qui est très simple, oui, à 50%. L'autre 50% qui a permis, du coup, bah, à Staline de gagner, ça a été l'aide américaine. Alors, je sais plus si c'est Lend-Lease ou Prebail. Je sais plus. Vous savez, bah, du coup, je vais expliquer. En gros, les Américains ont donné l'équivalent de 140 milliards de dollars, je crois. Je vais aller vérifier. 140 milliards de dollars en matériel à l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça, c'est le programme Lend-Lease et c'est Prebail en français. Ah, bon bah... voilà, ça va, je suis pas... Je me suis pas trompé, c'est la même chose, d'accord, bon bah très bien. Alors, merde, j'ai perdu la page. Zut, bon bah alors on va la vérifier. Alors c'est 50 milliards de dollars de l'époque, de 1941 à 1945, ce qui correspond à plus de 140 milliards de dollars aujourd'hui. Voilà, donc c'est beaucoup plus que l'Ukraine maintenant que j'y pense. Mais voilà, donc pour répondre à la question, oui, la politique qui a permis du coup à l'URSS de s'industrialiser très rapidement, et surtout de déplacer son industrie vers l'Oural, a largement permis à Staline en fait de s'en sortir face à l'Allemagne nazie. C'est ce regain économique, enfin ce regain militaire et industriel qui lui a permis de revenir derrière. Et surtout de patriotiser, je sais pas si c'est le mot mais vous avez compris, de patriotiser vraiment toute l'URSS autour du fait que si les nazis gagnent, on est tous morts. Et il avait pas tort, voilà. En fait, je pense qu'il y a trois choses qui ont fait que ça a fonctionné. Le premier, c'est surtout que les nazis voulaient clairement les massacrer les uns après les autres, voilà. Les Russes, je parle, enfin les habitants de l'URSS. Le deuxième, c'est que Staline était ultra patriote et il faisait comprendre du coup que c'était soit ça, soit la mort, et il avait raison. Et le troisième, c'est l'aide américaine. Sans ça, par exemple, le plan bleu allemand, donc le plan bleu, si vous savez pas ce que c'est la contre-offensive allemande entre 43, pardon, 42-43. En gros, c'est la bataille de Kursk, hein, si vous voyez pas ce que c'est. En gros, les Allemands ont relancé une offensive, ils ont réussi à stabiliser le front. Jusqu'à ce qu'il y ait eu la bataille de Kursk, où ils se sont fait fracasser la gueule. À partir de là, c'était fini, l'armée allemande, elle était en déroute complète. Voilà, sans le pré-bail américain, je suis pas sûr que l'URSS aurait été capable de maintenir cette contre-attaque. Ça aurait pu juste... en fait, ça aurait prolongé le conflit. Voilà, ça l'aurait fait durer beaucoup plus longtemps.
parce que n'ayant pas eu la déroute complète face aux soviétiques, les Américains auraient peut-être été un petit peu moins frileux à lancer le débarquement, et ils auraient attendu vraiment que l'URSS puisse reprendre l'offensive. Voilà, du point de vue de Roosevelt, en tout cas, c'était vraiment son objectif. Il allait pas faire un débarquement alors qu'il savait très bien que les Allemands n'étaient pas en difficulté en Russie, ce serait complètement con. Même si dans sa tête il pouvait se dire allez on pourra libérer l'Europe plus vite, non c'était une idée de merde. Et pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'il aurait pu sans un régime moins totalitaire? Bah à ce moment-là, il faudrait réécrire l'histoire de la Russie, mais sachez que l'Empire russe, donc avant la Première Guerre mondiale, avait entamé des grands projets d'industrialisation. Et de manière générale, en fait, il était carrément en train de se libéraliser, ce que je ne savais pas, notamment en Finlande, où ils avaient carrément autorisé des élections, dans la Douma finlandaise, je sais pas si c'est le terme exact, qui était autorisé aux femmes, d'ailleurs, c'est rigolo, les premières élections autorisées aux femmes. Et du coup, en fait, ils étaient sur le point d'y arriver, mais la Première Guerre mondiale est arrivée, et ça a détruit leur projet, tout simplement, de l'Empire russe. Ensuite, je sais pas si ça aurait vraiment marché. Il y a un truc, en tout cas, qui aurait été sûr, c'est que si ça avait été un régime moins autoritaire, je sais pas, par exemple, un coup d'état démocratique, même si ça me paraît très improbable, ou alors comment dire... un retour, enfin un communiste moins violent que lui, je sais pas, par exemple, comment il s'appelle, Sergei Krylov, je crois. Attendez, je vais vérifier ce nom, que je me trompe pas. Krylov, mais ils s'appellent tous Sergei, les Russes, pas possible. Sergei Kirov, voilà, Sergei Kirov, qui avait le soutien de la femme de Lénine, je pense qu'il aurait été 10 fois moins violent, et qui a été assassiné pendant les purges de Moscou. Clairement, ça aurait été beaucoup moins hardcore que ce qu'a proposé Staline. Maintenant, est-ce que à ce moment-là, du coup, ils auraient eu le soutien beaucoup plus rapide des alliés? Je sais pas. Grande question. Après, il y a un truc tout con aussi. Par exemple, si ça avait été Trotsky, il est juif. Je pense vraiment que les nazis allaient discuter avec eux? Non, voilà. Donc je sais pas. C'est à voir. En fait, ça dépend du truc, mais je dirais que c'est tout à fait possible. Parce que il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que les alliés étaient prêts à autant les aider derrière? Si par exemple on aurait eu un mec qui était un peu plus conciliant avec les alliés, ça aurait été largement possible. Voilà, ils auraient même pu aider les alliés avant même que la guerre soit déclarée. Voilà, à voir, mais ça dépend, il faudrait réécrire toute l'histoire pour s'en rendre compte. C'est pas facile, l'Uchronie. Donc pour répondre à ta question, c'est possible, mais de manière très très objective, je pense que si t'avais eu un régime beaucoup moins autoritaire, il aurait été soutenu, il aurait peut-être, comment dire, il aurait déjà pas accepté tous les pactes avec les nazis, et les nazis les auraient immédiatement vus comme des adversaires à abattre en premier. Je pense, très sincèrement, voilà, ça paraît beaucoup plus logique. Maintenant, retour à tes questions. Absolument pas une question qui a pour but d'être polémique. Bon bah écoute, j'ai répondu très simplement. Aussi, avances-tu dans ta vie personnelle? Je sais que t'as arrêté l'université, mais quels sont tes projets perso sur YouTube? Personnellement, donc oui, effectivement, comme je reviens dessus, j'ai arrêté mes universités. Je travaille pour des bonnes intérims, actuellement, pour payer de quoi bouffer, et bientôt le loyer, voilà. Je pense que je vais choper le prochain CDI qui propose en préparateur de commande ou serveur, voilà. Histoire que je puisse avoir un petit loyer qui ensuite me permettra d'installer un setup, voilà. J'ai pas peur d'en chier hein, dans un boulot. Voilà, je suis plutôt du genre à dire bon bah j'en chie maintenant, c'est pour qu'après ça aille mieux. Voilà, je suis comme ça dans la vie, de manière générale. Voilà, donc pour le moment, je cumule quelques petits tafs qui me rapportent de l'oseille. Voilà. Et quels sont tes projets personnels mes projets personnels, c'est d'être sur YouTube. Et concernant YouTube, j'ai plein de vidéos en cours et j'espère très sincèrement gagner beaucoup plus d'argent. Ne serait-ce qu'avoir des partenariats, je sais pas si je l'avais dit en caméra, mais je souhaiterais vraiment en avoir, donc ça veut dire que je vais me donner à fond pour réussir YouTube, voilà. Mais je perds pas espoir, vous voyez que je suis quand même très optimiste, alors qu'il y a des jours où je le suis un peu moins. Mais c'est pas grave, faut savoir rebondir quand ça va pas dans la vie. Une question de Mark Playground 8093, c'est ça. Bonjour, j'ai deux petites questions. Bonjour mon ami. Est-ce que tu es passionné par le Second Empire ou tu connais juste très bien la période? Faut savoir qu'à la base j'en avais rien à foutre du Second Empire avant de m'y intéresser, puis j'ai lu des bouquins dessus, le dictionnaire du Second Empire qui est vachement bien. Qui t'explique pas mal de choses. Qu'est-ce que j'avais aussi le bouquin de Napoléon III par Eric Anso. C'est vrai qu'il est très comment dire ça,
Pour lui, c'est Jésus, hein, clairement, faut dire les termes. Voilà, mais c'est très intéressant ce qu'il a fait comme travail, qui est très cool. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Christopher Lann. C'est grâce aux vidéos qu'il avait fait sur Napoléon III. Voilà. Aujourd'hui, je peux plus le voir en peinture, ce mec, mais ça me fait rire. Donc, est-ce que tu es passionné par le Second Empire? Oui, aujourd'hui, je trouve que c'est une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de France. Le début de l'industrialisation, voilà, c'est super intéressant. Et tout simplement, en fait, tu vois la France rayonner à l'international, encore une fois, avec un empereur qui de plus en plus accepte la libéralisation, qui est très pragmatique, qui est à la fois autoritaire, mais en même temps sait mettre en place une proto-démocratie. Voilà, et je pense très sincèrement que si ça avait continué comme ça, le Second Empire serait devenu un pays qui aurait copié la Grande-Bretagne en termes de démocratie, je pense. Voilà. Et la seconde question, ça t'a pas trop impacté mentalement de faire l'iceberg sur Adolf Hitler? Très sincèrement, non, parce que Hitler, c'est un sujet que je connais plutôt bien, de toute façon vous l'avez vu, hein, voilà. Je suis pas spécialiste dessus, je suis pas... merde, comment il s'appelle déjà? Ah, Yann Kershaw, je suis pas Olivier Manoni, je suis pas quelqu'un qui est ultra connaisseur d'Hitler, hein, mais je connais globalement presque toute sa vie, pour l'avoir étudié en vidéo. Et non, ça m'a pas impacté mentalement, parce que, disons que j'ai vu 1000 fois pire sur internet. Après, je sais, comment dire, j'ai largement esquivé certains sujets qui n'étaient pas en lien avec Hitler et qui étaient particulièrement horribles, hein, les chambres à gaz, tout ça, voilà. J'ai quand même essayé de creuser le sujet au maximum. Je t'avoue qu'il y a quand même des sujets qui m'ont un peu dégoûté. Notamment sur les poupées gonflables, j'aime pas ce sujet de base, ça m'intéresse pas du tout, et j'ai dû faire pas mal de recherches dessus pour être sûr, et au final ça a été. Les fanfictions aussi, bon, ça m'a plus fait marrer qu'autre chose, mais c'était pas agréable de voir Jésus faire des... Enfin, voilà, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? C'est pas une question de blasphème, c'est juste que je trouve ça horrible. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on a eu aussi? Si, Rosa Bernil Nieno. Si, vous savez, la jeune fille avec qui... Enfin, la toute petite gamine avec qui il s'est lié d'amitié. C'était horrible, ce sujet, parce que t'as beaucoup d'attachement, en fait, pour la petite fille et du coup pour Hitler dans cette situation, parce que c'est le bon côté, le côté humain d'Hitler qui ressortait, et de savoir qu'après il pouvait plus la voir, bah tu te dis, ah bah son humanité est partie, et t'es en mode, wesh, c'est Adolf Hitler, calme-toi. Non, t'es pas censé avoir ce genre de truc, mais oui, il faut savoir... sortir un petit peu, faut savoir montrer un petit peu de sentiment et comprendre pourquoi le mec a agi comme ça. Voilà, celui-là il était très chaud à faire, vraiment. Je me suis retenu pas mal de faire quelques blagues très douteuses aussi, parce que c'était très important de vous mettre de son point de vue aussi, pourquoi est-ce qu'il était aussi... voilà, pourquoi il était aussi mauvais, j'allais dire non, pourquoi il avait autant de tard en lui, et pourquoi malgré tout il avait quand même un côté humain qui ressortait. Les animaux aussi m'a fait un peu mal, parce que j'aime pas quand on touche aux animaux, vraiment je déteste ça. C'est pour ça que je suis végétarien. Et non, il n'y a pas... peut-être pas... si, allez, à la limite évidemment, sa nièce. Horrible cette histoire qu'il a eue, mais ça m'a pas impacté. C'est juste que je l'ai mis à la fin parce que je savais que c'était immonde comme sujet, voilà. Donc pour répondre à la question, non, je m'en suis sorti plutôt bien, l'iceberg d'Hitler. J'étais fracassé physiquement, mais j'étais pas mentalement psychotique et j'ai pas rejoint un parti d'extrême droite. C'est même plutôt l'inverse, hein, j'ai voté NFP aux élections. Voilà, donc non, tout va bien, tout va très bien. Continue ce que tu fais, c'est toujours des bangers. Merci beaucoup, Marc, ça fait plaisir. Une question de Vabigou. Alors Vabigou, si vous le connaissez pas, il fait des vidéos sur YouTube et il fait notamment des let's play narratifs sur le jeu The New Order. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et ce qui est très drôle, c'est que Vabigou, à la base, je connaissais sa chaîne, mais lui me connaissait pas. Et quand il m'a vu sur l'iceberg, il a dit « Oh putain, il est trop bien ton iceberg !» Et je lui ai dit « Ah ouais, mais on se connaît. Ah bon? Ah ouais, mais oui, t'avais posté des commentaires sous mes vidéos !» Voilà, donc ça m'a permis d'être reconnu un petit peu, cette vidéo. Je suis tombé dans ses recommandations, et lui, il est tombé dans les miennes. Ouais, c'était rigolo. Donc voilà, salut, je t'ai connu avec les vidéos d'iceberg, voilà. Comptes-tu en refaire? Ta chaîne est super cool au passage. Merci, et trop cool au passage. Merci Vabigou, et bien évidemment, je compte en refaire, et si vous le saviez pas, le prochain, c'est Staline. Staline aura droit à son iceberg. Combien de parties il y aura? Je sais pas. Je pense qu'il y en aura au moins 3, hein, comme la première partie de l'iceberg. Il y aura de la mise en scène, et c'est pour ça que je veux pas encore travailler dessus, je veux qu'il soit le plus parfait possible. Mais oui, ce sera bien Staline. Et sinon, si je compte faire d'autres icebergs, je pense que si je devrais faire un autre iceberg, je le ferai sur une autre chaîne YouTube. Comme ça, je m'embêterai pas avec le délire... le délire justement mise en scène. Voilà, peut-être que je pourrais faire une chaîne YouTube dédiée, je sais pas,
au football et l'histoire, par exemple, ça peut être super intéressant, et de faire un iceberg sur le football. Ce serait terrifiant, je vous préviens, ça va être horrible comme iceberg, ça va parler que de pédophilie, et j'exagère à peine, hein. Parce qu'il y a vraiment des cas immondes dans le football. Voilà, donc pourquoi pas, mais je pense que je ferai d'autres chaînes YouTube, l'iceberg du jeu vidéo. Bon, voilà, il y a plein de sujets qui m'intéressent, l'iceberg de la guerre du Vietnam, qui m'intéresse beaucoup à faire, la guerre d'Algérie, même si je sens que je vais crever, mais voilà. J'aime bien prendre des sujets très touchy et l'analyser de fond en comble, et à la fin dire la conclusion la plus objective possible. Bref, donc voilà, je vais en refaire, et le prochain c'est Staline, qui apparaîtra l'année prochaine, je pense, voilà. Pollute Off, salut, qu'as-tu pensé de tes études supérieures en histoire et qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que j'ai répondu à toute la question, déjà, Pollute, je vais rebondir rapidement. Pour ceux qui veulent réécouter, grosso modo, ça m'a apporté énormément de connaissances sur des sujets que je connaissais pas. J'ai été fasciné par l'Antiquité, alors qu'avant j'en avais rien à battre. Voilà, ça m'a appris plein de choses, le Moyen-Âge aussi, j'ai appris plein de sujets différents dessus, sur comment s'organisait le monde autour de la chrétienté. Bon. Voilà. Le monde arabe aussi, maintenant que je connais beaucoup mieux, j'ai l'impression d'avoir... En fait, vous savez, parfois vous vous dites « Ah oui, il y a ce sujet, tu vois, mais je le connais pas. » Je sais pas, par exemple, les NFT, tu vois, tu me parles des NFT, je suis en mode « Ouais, les NFT, ouais, nouveau front totulaire, oui, qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, quand quelqu'un t'explique tout et te raconte tout, t'es en mode « Ah putain, oui !» Et là, du coup, t'as comblé un trou dans ton cerveau. Un trou de manque d'infos dans ton cerveau, et maintenant, voilà, c'est fait. Du coup, ça m'a apporté ça, mais globalement, je pense que ce qui m'a beaucoup frustré, ça a été vraiment le côté note. Je ne pouvais pas, c'est pas possible, c'est trop pour moi, et c'est... En fait, c'est surtout de me dire pourquoi... Enfin, ok, d'accord, j'ai eu un 17 sur 20, j'en ai jamais eu, mais j'ai un 17 sur 20, c'est bien, mais j'ai pas 1700 € par mois. Alors que c'est ça qui me permettrait d'avoir un loyer, de sortir de chez mes parents, tu vois. J'en ai rien à foutre d'avoir un 17 sur 20 en histoire si j'ai déjà tout appris, entre guillemets. J'ai pas forcément la méthode, mais j'ai retenu presque tout ce qu'a dit le prof. Et ça me suffit largement, parce que j'ai pas besoin d'aller plus loin, en fait. Voilà. Donc je vais rester sur YouTube, et je suis très bien là où je suis. Une question de Fennec Fox. Salut, quel est ton parcours scolaire, si tu y as été? Gros PD, va. Est-ce que tu travailles et quelles sont tes ambitions de projet? Alors je travaille, oui, en intérim, comme j'ai dit actuellement, je viens de terminer une mission en tant que serveur. Quelles sont tes ambitions et projets? Comme je dis, c'est de continuer ma chaîne YouTube, peut-être en faire d'autres et développer d'autres sujets, embaucher un monteur un jour quand j'aurai de l'oseille, et après faire plusieurs chaînes liées à plusieurs sujets différents, parce que j'adore raconter des trucs. Je vais être honnête, hein, j'ai envie d'être le deuxième poisson fécond. Voilà. Non, il m'inspire de ouf, ce mec. Il m'inspire de ouf en termes de comment il a créé son petit univers, son truc à lui, ses trucs à Chris, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je pense que je ferai comme lui quand j'aurai vraiment les moyens de me lancer. Mais pour le moment, je vais surtout me consacrer à cette chaîne pour arriver ensuite à faire ça. Bref, du coup, quel est ton parcours scolaire? Alors moi, il faut savoir que j'ai un parcours et un CV qui est très éclectique. Comme je le suis dans la vraie vie, ça me résume bien, hein, c'est-à-dire que vous prenez ma chaîne YouTube, je parle d'Hitler, de Napoléon, de Douglas MacArthur et de foot. Il y a rien qui va ensemble, pourtant il y a un vecteur commun, c'est l'histoire. Par exemple, quand j'ai... du coup je peux dire mes études, après le brevet j'ai fait un bac pro SPVL, service de proximité de vie locale, qui en gros me permettait de travailler dans des associations. Et j'ai travaillé j'ai été bénévole à la Croix-Rouge pendant 3-4 ans environ. Ça m'a été très utile pour discuter avec des gens, et ça m'a permis de bien m'exprimer, quoi, voilà, raconter des trucs, aider des gens de manière générale, et me sentir utile aussi. Quand t'as 17 ans, c'est très important, ça. Et aujourd'hui, je suis toujours bénévole dans une deuxième association, Maison de la Solidarité, et ensuite la bibliothèque départementale. Voilà, une bibliothèque, pardon, j'ai une bêtise, une bibliothèque municipale d'une petite ville dans la Loire, voilà, en Indre-et-Loire, pardon. Voilà, donc je suis doublement bénévole, et ça me donne un sentiment d'utilité. Le vecteur commun de tout ça, avoir fait mes études, avoir travaillé, mais du coup après j'ai fait mes études d'histoire, voilà, et j'ai eu mon bac pro avec mention assez bien, voilà. Et j'ai eu un CAP aussi, agent de prévention et de médiation, pour empêcher le bordel, quoi, voilà, un bordel d'arriver. Et grosso modo, j'ai eu aussi avec une plutôt bonne note, je sais plus quelle note j'avais eu, mais je crois que c'est dans les 14-15 à peu près, voilà. Bref, comme tu as pu le constater, c'est un parcours qui n'a pas grand chose à voir, mais s'il y a un truc qui est très important, c'est que dedans, à chaque fois je me sentais utile dans ce parcours. Par exemple, dans mon bac pro, quand j'allais travailler pour une assoce, c'est pour aider des gens. Agent de prévention et de médiation, je me sentais utile parce que t'as des conflits qui arrivent et je suis là pour aider.
On m'a appris justement à comment détendre un conflit, éviter que ça parte en couille, et j'ai tout oublié avec Twitter, mais c'est une autre histoire. Voilà, ça m'a appris tout ça, voilà. Ne pas s'énerver, enfin, vous avez compris. Et du coup, l'étude d'histoire, si ça m'a fait du bien à moi d'apprendre autant de choses, et ensuite vous les raconter grâce à ma chaîne YouTube. Je me sens utile en fait quand je raconte quand je suis dans une chaîne YouTube, j'ai l'impression de vous raconter des histoires qui sont vraies du coup, et de vous apprendre des choses, de nourrir votre cerveau, voilà, de vous détendre pendant un bon après-midi ou quand vous faites une marche, quand vous vous baladez. Je me sens utile sur ça au moins, voilà. Il y a plein d'autres vidéastes qui le font, alors je me suis dit, bah, il faut bien que quelqu'un le fasse avec ma touche à moi. Et il n'y a que moi pour le faire, voilà. Bref, ça c'était ma question. Donc mon parcours scolaire, effectivement, il est basé sur une chose, c'est me sentir utile. Voilà, et aujourd'hui, oui, je me sens utile dans ma vie. Voilà, si je peux répondre à la question que voilà. Les dernières questions, elles étaient sur le Discord. Et on va détendre hein, sur les dernières questions. Alors, puisqu'il paraît qu'il sera répondu aux questions, c'est une question de cassette audio, tu souhaites offrir 10 billets de banque à quelqu'un pour la valeur de 100... Ah putain, c'est des questions débiles. Bon, où j'en étais. Tu souhaites offrir 10 billets de banque à quelqu'un pour la valeur de 100 €, mais sans utiliser le billet de 10. Comment fais-tu? Putain, mais j'avais dit quoi? Pas de maths. Oh, c'est pas vrai ça. Donc tu souhaites offrir 10 billets de banque, d'accord, j'ai 10 billets de banque à quelqu'un, mais pour la valeur de 100 €. Ok, donc ça fait 10 billets de 10, c'est ça? Ouais. Mais sans utiliser de billets de 10 €. Comment tu fais? Va te faire enculer, cassette audio, va te faire enculer. Je viens de comprendre, va te faire... Oh, heureusement qu'il y a Dieu, sinon je me foutrais de ta gueule. Oh là là, va te faire enculer. Va te faire enculer. Voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? Zida qui m'a posé une question. Le jeu qui t'avait hyper hypé et qu'au final t'as giga déçu. Eh bien je pense qu'il y en a deux dans cette catégorie. Le premier c'est Company of Heroes 3. Je l'ai pas encore testé donc je peux pas juger. Mais de ce que je vois il a l'air extrêmement décevant ce jeu, il n'y a pas de VF. N'importe quoi. Il n'y a pas de VF et ce qui me dérange c'est que tout le jeu est en anglais et du coup c'est un jeu de stratégie. Donc un jeu de stratégie tu dois mater toute ta map. T'as pas le temps de lire les sous-titres. Voilà, et surtout quand t'as des unités allemandes et le mec te parle anglais, je trouve ça débile, hein, je suis désolé, mais sans accent en plus. Bon bref, donc sinon, très sincèrement, je crois que la pire déception de ma vie en termes de jeux vidéo, ça doit être Alien Isolation. Mais celui-là, mais il m'a dégoûté, vraiment, il m'a dégoûté des développeurs. Après, j'ai plus joué à leur jeu. C'était nul, Enfin, en fait, c'est pas que c'est nul, c'est qu'au bout de 5 heures de jeu, t'es en mode... Attends, mais c'est quoi l'intérêt après? J'ai fini. Et quand il revient, le monstre, du coup, t'es en mode ah bon, bah, j'en avais rien à foutre. Ok, tu peux revenir, mais je suis plus autant flippé, hein, voilà. Je flippe plus autant, ça m'a... Non, c'était mauvais. Et l'inverse, du coup, un jeu qui m'avait pas du tout hypé, le jeu est génial. Je dirais Nier Automata, j'en avais rien à foutre, et puis un jour je l'ai testé, j'ai dit bon, ça a l'air sympa. Et oui, il est vraiment incroyable, Nier Automata. Après, sinon, je sais pas, je cherche un petit peu. Non, pas particulièrement. Si, je dirais Minecraft. Minecraft, en fait, on m'en a tellement parlé pour dire que c'était génial, qu'au final, j'avais pas envie de le tester, et un jour, du coup, j'ai pu le tester via une démo je sais plus où, je crois que c'était sur jeuxvideo.com de mémoire, et j'étais accro au jeu. D'ailleurs, maintenant que je parle, j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'aller essayer après et refaire ma maison. Voilà, je pense que c'est Minecraft, de très très loin, celui-là, vraiment, je mets pas du tout au début, puis après, j'ai kiffé ma race. Alors, dernière chance pour poser une question. Madame qui me pose... Madame, du coup, c'est You qui me pose une question. Quel est ton restaurant préféré? Mais c'est pas possible, vraiment, mais vous m'avez posé les pires questions possibles sur Discord. Allez, on va se détendre, on répond rapidement aux dernières questions. À une époque, j'aurais dit le Victoria, à Montpellier. C'était mon restaurant préféré. Je passais tout mon temps là-bas et je bouffais toujours le même repas. C'était incroyable, je me régalais. Et après, malheureusement, ils ont changé l'équipe. Même si ça reste toujours aussi bon, hein, ils ont changé l'équipe. Et j'ai fini par ne plus y aller. Je dirais qu'aujourd'hui, ma franchise préférée, ça doit être... J'aime bien Restaurant dell'Arte. Ouais, ils sont vachement bien. Après, j'ai plein de restaurants partout que j'aime bien, mais disons que mon restaurant préféré, ça restera mon coup de cœur qui était le Victoria, et il marche plus aujourd'hui, enfin, il est plus comme je le souhaitais avant, donc voilà. Il y a pas mal de gens qui sont partis, donc bon. Je te dirais, ça a été celui-là. Cassette audio, comment on fait des bébés? Eh ben, avec des parents, voilà. Qu'est-ce que tu faisais le 23 novembre 2015 entre 13h56 et 15h34? J'étais en cours. Voilà, c'est essentiel de savoir ça. 23 novembre 2015, hein, cela va de soi. Bon, écoutez, messieurs, dames, je crois qu'on est à plus d'1h40 d'enregistrement. Donc, ce que je vous souhaite, enfin, ce que je vais vous dire, c'est qu'on se retrouve très prochainement sur Geek Historique. Normalement, cette vidéo devrait sortir mercredi. Je devais la monter tout mardi, je pense.
Et voilà, donc j'ai pas particulièrement d'annonce à vous faire, si ce n'est que ma prochaine vidéo sera un Bangé, comme toutes mes vidéos, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont mes fans. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon appétit s'il est plus de 19h, et de manière générale, passez un très bon moment. Moi, je vais jouer à Heart of Iron 4. Attendez, j'éteins mon truc. C'est bon, j'ai coupé Discord, très bien, c'est parfait. Bon, passez une très bonne journée tout le monde. Ciao!